Bienvenue, mon nom est Simon Deschênes et vous écoutez le 9e épisode de B2B & Go. Aujourd'hui, on va discuter de l'amélioration des compétences de force de vente. On sait que depuis des années, des dizaines d'années, qu'il existe plusieurs solutions, dont des solutions traditionnelles comme la formation, le coaching des représentants pour améliorer leur taux de closing souvent, pour améliorer leur capacité relationnelle, leur capacité d'écoute. Il existe aussi, depuis quelques années, des solutions dites d'intelligence artificielle à même les CRM. Donc on va faire le tour de ça aujourd'hui, mais il existe également des plateformes d'intelligence artificielle qui analysent le comportement verbal, non verbal, donc plusieurs paramètres. Puis aujourd'hui, pour nous en parler, on a invité Philippe Hamel, président fondateur de ZTO, Zero to One. Mais est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, Philippe, sur ZTO? Merci de me recevoir déjà. Alors Zero to One Technologies, c'est une entreprise qui a presque 20 ans d'existence aujourd'hui. Et nous sommes éditeurs de logiciels et notre très haute valeur, c'est d'avoir pu analyser des dizaines de milliers d'enregistrements commerciaux. On fait également les entretiens managériaux et nous travaillons aussi sur le process de recrutement. Il y a énormément de choses à faire là-dessus, mais notre très grande spécialité à l'origine, c'était le commercial. Et donc, on a décrypté de manière très très fine et on les a transformés en algorithmes tout ce qui faisait qu'un entretien commercial était d'excellente qualité ou pas. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire d'entrée de jeu sur l'éventail des solutions pour améliorer en 2022 les compétences de la force de vente? Donc, ce qu'on peut faire aujourd'hui, c'est que, comme tu l'évoquais, on peut travailler de manière traditionnelle avec du coaching. Les CRM, les très grosses compagnies, comme pour pas les citer, comme Microsoft ou les autres, ont déjà des données issues de l'analyse automatique du conversationnel, mais elles restent très simples dans ces données. Et ces données-là ne vont pas pouvoir faire modifier du comportement sur des forces de vente pour améliorer les résultats. En quoi c'est utile aujourd'hui d'utiliser de l'intelligence artificielle pour analyser le comportement des vendeurs? Parce qu'on sait que par la suite, c'est pas l'intelligence artificielle qui va donner la formation ou le coaching aux vendeurs. Ça va être relayé à un être humain, à un coach ou un formateur. Absolument. Ce qui compte, c'est aujourd'hui l'intelligence, elle a un énorme avantage, c'est qu'elle fait gagner beaucoup de temps. Mais ça ne suffit pas de donner d'apporter des données. Il faut ensuite que l'entreprise puisse avoir une approche très qualitative de la conversation commerciale. Et c'est ce que nous faisons nous depuis presque 20 ans. C'est que nous avons analysé des milliers d'enregistrements en face à face avec nos systèmes. Et ça nous a permis d'obtenir des micro-modèles qui sont beaucoup plus efficaces que d'avoir des statistiques globales sur des entretiens ou des conversations commerciales. Qu'est-ce qu'un bon entretien de vente? Qu'est-ce qui est mesuré, mais qu'est-ce qui caractérise un entretien de vente, une conversation de vendeur à prospect performante? Alors globalement, ce qu'on peut voir, c'est que la demande des entreprises est toujours d'améliorer souvent la qualité d'argumentation ou la qualité de négociation des conversations commerciales. Et en pratique, on s'aperçoit que les vendeurs écoutent relativement peu leurs clients. Et ça, sur des dizaines de milliers d'enregistrements, ce qu'on peut dire, c'est que souvent la qualité d'écoute est très 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 faible, et ça va directement être relié à un argumentaire de mauvaise qualité, donc qui sera pas personnalisé, et la montée relationnelle pourra pas avoir lieu. Puis en pratique, qu'est-ce que ça signifie avoir une bonne écoute? Alors une bonne écoute, alors c'est quelque chose qui on sait sur un plan technique matérialiser ce qu'est une bonne écoute. C'est lorsqu'on va avoir la présence sur un plan académique, on appelle ça la reformulation reflet.
c'est la capacité en quelques secondes de dire avec ses propres mots ce qu'on a compris de ce que disait notre interlocuteur. Et ce qu'on a pu nous mesurer, c'est qu'un être humain, aujourd'hui, quand il est dans son naturel, le fait de manière complètement naturelle. Cette reformulation reflet. Sauf que les écoles sont passées par là, et on a appris aux personnes à faire de la reformulation. Et la reformulation, c'est pas ça, c'est-à-dire que la reformulation, en général, on répète les mots de notre interlocuteur, ça dure plutôt longtemps, et ça fait ce qu'on appelle des effets plutôt perroquets. Vous savez, on répète, on a l'impression de répéter ce que vient de dire l'autre. Alors que la partie reformulation reflet, qu'on a appelé nous, dans notre système, un feedback court, nous permet de montrer à l'autre qu'on a compris en 3 secondes. Et ça, c'est le côté naturel, ça nous permet d'aller chercher une conversation naturelle. Et c'est beaucoup plus fort pour matérialiser l'écoute qu'on a sur quelqu'un. Puis, dans le fond, la différence entre feedback court, reformulation traditionnelle, c'est qu'on reprend un feedback court, on reprend pas les mots de son interlocuteur, mais on paraphrase avec nos propres mots. Ça, c'est plus authentique au final. Hein. C'est exactement ça. Là, tu viens de me faire un feedback court un tout petit peu plus long, mais c'est un feedback court. Je fais ça, moi. Oui, tu as fait ça. Donc, de manière naturelle, on fait ce genre de choses. Et c'est un très bon commercial d'ailleurs, ou quelqu'un qui va être dans son naturel, va le faire naturellement. Alors que souvent, on a beaucoup de gens, lorsqu'ils sont en formation, ils font très attention en formation, donc ils se redressent en quelque sorte, et ils essayent de faire ce qu'on leur a appris. Donc souvent, on s'aperçoit que dans une conversation naturelle commerciale, il va y avoir la présence de feedback court. Mais il en faut un peu plus pour que cette conversation soit de meilleure qualité. Tu as l'air d'avoir beaucoup d'expérience dans le domaine des compétences des commerciaux, des vendeurs. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le parcours qui t'a mené jusqu'à aujourd'hui? J'ai commencé mon parcours en étant acheteur. J'étais acheteur chez Volkswagen Audi pendant une petite année. J'ai travaillé chez Rank Xerox pendant 4 ans, où on faisait de la vente de gros photocopieurs. Ensuite, je travaillais dans la chimie. Et donc, à chaque fois, je m'interrogeais, si tu veux, c'était quoi? Ce qui m'intéressait, moi, c'était pas tant vendre un produit, c'était la relation à l'autre. Et donc, je m'ennuyais assez vite dans mes métiers, parce que le produit, j'en faisais le tour. Et à un moment donné, je me suis trouvé devant la question, qu'est-ce qui m'intéresse dans la vie? Et je me suis, la réponse que j'ai apportée, en tout cas qui est très personnelle, c'était l'autre, la personne. Et donc après le produit, je m'en fichais complètement. Bien sûr, il fallait que je puisse argumenter sur le produit, mais ce qui m'intéressait, c'est établir une relation. Et puis par rapport aux besoins exprimés par rapport à mon client, c'est lui apporter une vraie réponse très technologique, puisque j'ai vendu beaucoup de produits technologiques, et qui lui apporte beaucoup de valeur. Mais ce qui m'intéressait plus, c'était la montée relationnelle. Voilà, ça c'est l'histoire de ce que j'ai pu faire. Et puis à un moment donné, j'ai fait une recherche, j'ai fait une thèse, un doctorat, parce que je voulais comprendre un peu des choses, il me manquait des éléments, et je suis reparti dans la théorie. Et puis j'ai enseigné longtemps à l'université en Normandie, en France, pendant près de 16 ans. Et là, je me suis rendu compte que les étudiants, ils savaient faire des choses, c'est-à-dire la théorie était là, mais quand on leur demandait de faire les choses, ils faisaient pas. Et puis en même temps, j'étais consultant auprès d'entreprises, je faisais de la formation en tant que consultant indépendant, et le constat était le même, c'est-à-dire que les gens savaient, ils te disaient c'est quoi une question ouverte, fermée, tout ça la théorie ils la connaissaient, tu leur faisais faire un jeu de rôle, montre-moi comment vendre le produit que tu vends, et ils se plantaient. En règle générale, ils n'écoutaient pas, ils argumentaient tout le temps. Et dans l'argumentation, il y a énormément de caractéristiques produits et jamais de bénéfices personnalisés. Et là, je me suis posé la question, comment peut-on faire sur un plan pédagogique pour que les personnes apprennent vite? Et là, je me suis dit, il n'y a pas 50 000 solutions, et là, on remonte il y a 22 ans à peu près. Il faut faire de l'analyse automatique conversationnelle. Donc, on a été plusieurs pionniers à faire ça. Et donc, c'est comme ça qu'a démarré notre entreprise il y a un petit peu plus de 20 ans, sur de l'analyse conversationnelle. Mais ça ne suffit pas, c'est-à-dire que vous avez beaucoup d'ingénieurs qui font de l'analyse conversationnelle, mais qui n'ont jamais fait de vente,
jamais fait d'analyse de conversation, jamais de pédagogie, et qui connaissent pas l'ensemble des théories. Donc, moi, dans tout mon parcours de plus de 35 ans, j'ai fait un petit peu tout ça. Donc, ça m'a permis d'avoir une vision à la fois molle et dure de ce qu'est la conversation. Et j'ai utilisé beaucoup d'algorithmes que nous faisons parce qu'on a beaucoup d'informaticiens dans l'entreprise. Et ça nous a permis d'obtenir des choses que les autres n'ont pas. Il y a 20 ans, un entretien, une rencontre entre un vendeur et un prospect, la rencontre idéale, comment elle se déroulait, versus aujourd'hui. Est-ce que la collecte de données que vous avez fait avec ZTO t'a appris quelque chose? Alors oui, elle m'a appris énormément. Je suis un pionnier de l'école Xerox. Alors moi j'ai toujours eu ma carrière professionnelle beaucoup au niveau de l'Europe, mais on s'aperçoit que lorsqu'on passe du côté Amérique du Nord, elle est sensiblement égale puisque les techniques de Xerox ont été importées directement des États-Unis, donc on faisait la même chose. Et donc on s'est rendu compte je me suis rendu compte au cours des 20 ans que l'entretien idéal, il n'existait pas. Par contre, ce qui existe, c'est des micro-morceaux quasiment parfaits. C'est-à-dire que on va faire plein de fautes. Là, je viens d'en faire une, soi-disant, en théorie, j'ai dit « on ». Voilà. Donc, le « on », il doit être transformé normalement, c'est ce qu'on dit en théorie, en « je » ou en « nous ». Pourquoi ? Parce que le « on » est trop indéfini. Il faut mieux personnaliser les choses, dire « je » ou englober les choses. Donc ça, la théorie, il y a des thèses qui tournent là-dessus. Il y a beaucoup de formations au niveau bancaire où on va former les gens à enlever le « on ». Ok. Ça, c'est en Europe comme en Amérique. Comme en Amérique. Okay. Il y a des formations, il y a des banques, des grosses banques qui mettent beaucoup d'argent pour enlever le « on ». Ok. Une fois qu'on a dit ça, on s'est rendu compte que c'était pas stratégiquement super important. Le super important, c'était à un endroit, c'est bien écouter mon interlocuteur. Donc, ça passe par l'écoute active, ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Et puis, pourquoi faire ça ? C'est pour aller chercher le bénéfice personnalisé. Donc, il est plus important d'avoir un bénéfice personnalisé qui correspond à mon client que d'avoir ce qu'on appelle un bénéfice institutionnel. Du style, tu vas gagner de l'argent, je vais te faire gagner du temps. Toutes ces choses-là, ok, mais c'est impersonnel. Par contre, quand on a fait parler son client sur un besoin réel et que le client m'explique quelque chose de très important pour lui, alors je vais pouvoir l'emmener sur un bénéfice qu'il va gagner, ça vraiment lui. Il va le gagner. L'individu dans l'entreprise. Voilà. Et là, c'est ce qu'on appelle une montée relationnelle. Et c'est grâce à ça qu'on va pouvoir avoir plus de confiance de la part du client, parce qu'il va vraiment modifier son comportement. Et c'est ces éléments-là, ces micro-éléments-là, qui sont très, très précis, qui vont faire que l'entretien sera idéal. Mais il y aura, au cours de tout ça, il y aura eu plein de fautes. Mais à la limite, on s'en fiche. Vous voyez, on cherche pas l'entretien, en fait. L'entretien parfait n'existe pas. J'ai discuté, échangé avec de nombreux formateurs, tous meilleurs les uns que les autres, et il m'est arrivé quelquefois de leur dire venez, vous allez rentrer dans notre plateforme et puis vous allez me faire l'entretien idéal. Et alors les mêmes personnes qui disaient il faut pas mettre de on, faut faire que des questions ouvertes, mettez du on et faisait que des questions fermées. Donc ils n'étaient pas en capacité de faire ce qu'ils disaient de faire. Tu vois le truc, on s'est trouvé confronté à ça et c'est complètement fou, c'est-à-dire que sur des dizaines de milliers d'enregistrements analysés, mais dans le détail au niveau de chaque seconde, pour regarder en fait les réactions des gens, on s'est rendu compte que la théorie c'était beau, mais elle marchait la théorie globalement. Elle marchait, elle disait pas que des bêtises, mais dans des micro-éléments, c'est-à-dire sur un entretien d'1 heure, on va peut-être avoir 10 minutes exceptionnelles. Et avec ça, on va faire le contrat. Et entre les deux, on peut parler d'autre chose quasiment. Mais il y aura eu 10 minutes fondamentales qui vont faire que la confiance entre les deux personnes ou plusieurs personnes a été montée. Et là, ça change tout.
C'est quand même drôle que la technologie nous amène à rendre l'entretien plus naturel que c'était auparavant. Ouais. Donc c'est tout le monde ne fait pas ça. Tu vois, les grosses compagnies qui travaillent l'intelligence artificielle et l'analyse conversationnelle font pas ça. Ils vont te sortir des moyennes. Ils vont te dire tes entretiens, l'écoute a représenté 40%, la parole 60%. Donc globalement, il faut être dans ce cadre-là. Non. J'ai vu d'excellents entretiens être à 30% d'écoute et 65% de parole. Par contre, par rapport à ce que je viens de dire, à des endroits, il y a eu des choses superbes. Voilà. Donc, si tu utilises l'intelligence artificielle pour aller chercher des statistiques, des moyennes ou autres, pas de valeur. En tout cas, nous, on considère que on a tellement analysé le séquençage, on n'analyse pas une heure d'entretien, on analyse des secondes entre elles. On analyse des réactions au niveau de la seconde. Et donc, quand on regarde le nombre de réactions positives ou négatives, là, on va pouvoir dire qualitativement si c'est bien, pas bien. Mais sortir une moyenne n'a pas de valeur en tant que telle. C'est comme une moyenne, quoi. On dit bon. Je rentre dans le côté peut-être plus technique. Depuis tantôt, on parle d'analyse et tout ça. Est-ce que tu peux nous parler comment ça se passe maintenant? Parce que l'analyse par intelligence artificielle, ça suppose, j'imagine, des caméras qui se braquent sur autant le vendeur que le prospect pour analyser. Parce qu'on parle de... Peut-être aussi, tu peux nous parler des éléments qui sont analysés, décortiqués au niveau des détails. Mais comment ça se passe? Est-ce que ça peut se faire en présentiel autant qu'en visioconférence, au téléphone? Comment ça fonctionne? Alors, on a commencé, nous, la particularité de notre travail, c'est nos outils étaient utilisés uniquement en présentiel. On avait une valise technologique avec double caméra, un ordinateur, des micros. On équipait les gens. C'était très simple et complètement automatique. Donc ça nous a pris du temps pour organiser toute cette technologie. Et la Covid a changé la donne, puisque tout s'est arrêté comme partout. Et il a fallu transférer notre technologie sur le monde des plateformes Internet. Donc aujourd'hui, on utilise à partir d'une visioconférence, sous Teams par exemple, on va enregistrer les deux personnes et l'ensemble des données au niveau de l'image et du son sont envoyées sur notre plateforme et ça nous permet d'avoir une analyse extrêmement rapide. Donc on ne fait pas du temps réel volontairement, on fait ce qu'on appelle du quasi-temps réel, c'est-à-dire si c'est un entretien dure une quinzaine de minutes, on aura l'ensemble des données au bout de 7 minutes à peu près. Alors vous avez aujourd'hui des plateformes qui existent et qui travaillent en temps réel, en streaming. Vous avez des plateformes téléphoniques qui poussent une information où le téléopérateur va devoir lire en même temps qu'il est avec le client. Il a une information qui arrive directement de l'intelligence artificielle du style « pose cette question-là ». Donc il est obligé d'écouter le client et de lire ce qui arrive. Mais quand on lit, on n'écoute plus le client. Donc de plus, ces données-là, nous on a besoin d'avoir la fin de l'enregistrement pour avoir accès à des données différentes. Donc c'est la raison pour laquelle on ne fait pas de streaming de temps réel, c'est volontaire, parce qu'on va aller chercher des informations d'une très grande finesse, mais pour ça, il faut qu'on ait l'enregistrement qui soit enregistré complètement. Est-ce que le rapport est fourni, par exemple, à l'employé comme tel, puis ou c'est fourni à un formateur qui va effectuer de la formation par la suite? Comment ça fonctionne? Est-ce que l'employé comme tel peut regarder le rapport puis dire je vais être capable de m'améliorer moi-même sur ça? Alors là, c'est difficile. Aujourd'hui, là encore, ce sont des choix pédagogiques. On va mettre le formateur ou le coach à l'utilisation de la plateforme. C'est-à-dire que pour nous, le formateur et le coach, c'est encore un partenaire essentiel. On peut difficilement laisser la plateforme à la main du collaborateur parce que il va être perdu. Il y a tellement de données et sur un plan pédagogique, il a besoin d'avoir une guidance de la part du formateur coach. Donc, on a besoin de nos partenaires formateurs coach pour débriefer de manière très qualitative le collaborateur commercial. Sur
quel point, lorsque le rapport sort, peut-être juste nous aiguiller, quels sont les détails observés sur lesquels le formateur va recevoir son feedback puis ensuite donner un débrief? Alors, nos interfaces, on a deux choses. Il y a un rapport par rapport à ta question à laquelle j'ai pas répondu. Le rapport va être envoyé directement au collaborateur, c'est ses données personnelles. En Europe, on a ce qu'on appelle le RGPD. Donc, on fait extrêmement attention aux données personnelles. Ça nous a occasionné beaucoup de sécurité informatique pour que ce rapport n'aille pas directement auprès du gestionnaire direct. Donc, par contre, on a directement sur la plateforme des interfaces qui permettent d'expliquer et de montrer au collaborateur ce qu'il fait. Et là encore, sur un plan pédagogique, au cours des 20 dernières années, très vite j'ai appris que le formateur coach avait trop tendance à parler. Et que le plus simple, c'est de lui faire écouter. C'est-à-dire qu'on prend l'enregistrement et le système va donner des endroits stratégiques où c'est bien et où c'est pas bien. Et donc, il suffit de faire écouter à l'autre où c'est pas bien, et puis le formateur, il a rien à dire. En général, le collaborateur, il dit « Ah ouais, effectivement, là j'ai posé 20 questions fermées. » Ok, alors on va pas lui faire écouter les 20 questions fermées, on va lui écouter. Tu vois, t'as une tendance naturelle à poser des questions fermées, mais c'est pas grave. Simplement, à tel endroit, tu t'aperçois que le client, il a davantage parlé, et on va lui faire écouter les réponses de son client. Et on va lui montrer que l'intention qu'il avait, même s'il a posé une question fermée, elle était ouverte. Donc on s'est rendu compte qu'il y avait des questions fermées qui faisaient parler l'autre. Tu vois? Donc, alors, si tu vas sur la théorie, et on en a beaucoup mangé de théorie, qui dit, la question fermée, c'est des réponses courtes. Non, c'est pas vrai. T'as des questions fermées qui font parler l'autre. Est-ce qu'il y a des caractéristiques précises, je sais pas moi, au niveau non-verbal? Est-ce que vous analysez qu'est-ce qui est analysé exactement? Est-ce qu'il y a des tics qui sont analysés? Est-ce que c'est, je sais pas, le visage, comment il est positionné par rapport à la personne? Si, avec la visio aussi, on a l'impression que les gens se regardent pas, là, des fois. C'est vrai, en plus, on regarde partout. Est-ce que ça, qu'est-ce qui est analysé exactement au niveau non-verbal? Alors, quand tu es en présentiel, nous, on a des algorithmes qui ont été brevetés parce qu'on a beaucoup travaillé en présentiel sur à quel moment les gens se regardent. Là, en vrai, je suis en train de le faire avec toi. Ce qu'on mesurait, c'est ça. À quel moment je regarde l'autre. Mais là, ça n'est valable qu'en présentiel. C'est-à-dire que on s'est rendu compte que lorsque j'argumente et que si je connais pas bien mes argumentations, alors j'ai une tendance à ne pas regarder l'autre dans les yeux. C'est-à-dire je suis obligé de réfléchir, et quand je réfléchis, souvent j'ai des mouvements oculaires. Et là, je regarde plus mon interlocuteur. Mais tous ces éléments-là ne sont valables qu'en face à face. Quand tu passes en visioconférence, c'est cassé. C'est d'autres codes. C'est d'autres codes. On a vu tous, parce qu'on a tous vécu, on est assis sur nos chaises maintenant à faire de la visio. Pour autant, on s'est rendu compte que quand tu es en visio et que tu prends des habitudes, alors je vais faire un truc caricatural, les gens regardent partout et ils oublient de regarder leur interlocuteur sur l'écran. C'est-à-dire, il y a quand même de l'information à venir sur l'écran. Mais on n'a pas tous des caméras qui sont bien positionnées. Donc si on a un micro-ordinateur avec la caméra, un micro-ordinateur portable, avec la caméra juste au-dessus, ça va à peu près. Mais on a quelquefois des gens qui ont la caméra posée à droite ou à gauche, où là on a un profil égyptien, et là, bonjour la relation à l'autre. Donc l'idéal, c'est déjà de se mettre en condition de mettre la caméra au bon endroit. Donc là, on s'aperçoit que le non-verbal, il est utile pour aller récupérer de l'information sur plutôt est-ce que je suis content, pas content. C'est-à-dire que en présentiel, l'élément fondamental, c'était à quel moment je regarde l'autre. Quand je suis en visioconférence, l'élément fondamental, c'est est-ce que je suis content, je suis neutre ou je suis pas content. Et qu'on va chercher l'information sur l'écran de la visioconférence. Là, on a de l'information si la personne sourit ou ne sourit pas. Donc nous, on va aller chercher des micro-éléments qui vont nous donner, tiens, là, il s'est passé un truc ou là, il s'est passé un truc. De part et d'autre, j'imagine, pas seulement ce que le vendeur a provoqué chez le prospect aussi, ça va être analysé. Ça va être analysé. C'est les mêmes éléments? C'est les mêmes. Okay. On mesure, nous, on est des spécialistes de l'interaction humaine, c'est-à-dire mettre une caméra centrée sur une personne, sur un vendeur, n'a aucun sens.
puisqu'on va mesurer l'interaction. La qualité d'un entretien commercial, elle est facteur de la personne et facteur du contexte. Toujours. On peut pas établir un modèle. C'est une aberration pédagogique et technique. C'est-à-dire les grands groupes aujourd'hui, ceux qui travaillent avec nous, bougent beaucoup leur façon de faire parce qu'elles abandonnent le modèle. Il faut que tu fasses comme ça. Il n'y a pas un modèle. Il y a plein de micro-modèles qu'on va faire dans une conversation. Et c'est le fait d'aller chercher des micro-modèles et de valider leur présence qui fait que ça marche ou pas. Donc, ça mesure le temps aussi des interactions, évidemment. Ouais, ça mesure tout. C'est la mesure des interactions, des micro-interactions est archi fondamentale. Et là, comme ça fait nous 20 ans qu'on mesure ces trucs-là, on a un petit peu d'avance. Parce que nos compétiteurs, ils travaillent les grands temps. Ils vont vous travailler. Il faut que tu fasses une phase de découverte. Il faut que tu fasses une phase d'argumentation. Il faut que tu fasses une phase de négociation. On peut faire du questionnement en phase d'argumentation. Là, j'ai appris ça. C'est-à-dire, il y a 20 ans, je disais comme mes compétiteurs. Il y a 20 ans, je disais la même chose. J'étais basé sur la théorie. Aujourd'hui, non, je dis plus ça, parce que on a pu démontrer que l'efficacité, elle n'était pas là. L'efficacité, on peut poser une question en plein argumentaire. Parce que si j'ai un client qui me pose une question, à un moment donné, je peux lui dire, qu'est-ce que vous voulez me dire? Ou pourquoi vous me posez cette question-là? Et pas... je suis pas rendu à la phase d'argumentation. Voilà, attends, non, on va finir mon truc. Le côté naturel. Mais c'est ça qu'on sent aussi, là. Au début de la conversation, on parlait de l'espèce de script qu'on entend chez les vendeurs, là, de grandes entreprises, au téléphone surtout. Et puis, on sent le script. Mais c'est un peu ça, c'est le carcan dans lequel ils sont placés, puis le coaching qu'ils reçoivent. Puis c'est vrai que la conversation, une conversation naturelle nous ferait davantage apprécier une conversation de vente. Ça arrive. Des fois, on sent l'humain derrière, puis je pense que c'est rafraîchissant à ce moment-là. Et c'est là que ça se passe, la montée relationnelle. Et c'est ça qui m'a le plus surpris, c'est que dès qu'il y a à un moment donné du sourire, dès qu'il y a de l'écoute naturelle qui se fait, parce qu'on s'aperçoit que les êtres humains, en fait, ils font ce qu'on leur a appris. Globalement, souvent, moi, j'ai rencontré des dirigeants qui me disent « Mais pourquoi est-ce que mes commerciaux font des tunnels de parole ?» Tu sais, les argumentaires qui durent 10 minutes, où les gens ne font que parler pendant 10 minutes. Et là, moi, ça m'hallucine. J'ai dit « ils font ce que vous leur avez demandé de faire. Vous leur avez appris à présenter l'offre de votre entreprise qui fait 10 minutes. » Donc, ils font le job. Donc, vous devriez les féliciter pour ça. Par contre, la question que vous devez vous poser, c'est est-ce qu'une présentation de 10 minutes vous fait améliorer votre résultat? Je vous dis directement non. C'est intéressant de constater que ça nous amène ailleurs que les grands modèles. Parce qu'effectivement, les grands modèles, les carcans, je trouve qu'on dépersonnalise les personnes derrière leur rôle. Puis, ça fait en sorte que souvent, on perd l'efficacité. Donc, en terminant... Philippe, ce que je retiens de notre entretien, outre l'analyse de l'intelligence artificielle sur un entretien de vente, corrige-moi si tu trouves que je suis à côté de la plaque, mais c'est comme si de passer de l'école des grands modèles, des carcans de vente, on est en train de passer à une approche où on tente de reproduire des micro-moments dans un entretien, puis ce qui nous ramène, je trouve, à maximiser l'authenticité des individus dans le domaine de la vente, à coller son authenticité à son discours de vente. Puis c'est ce qui est analysé pour que les entraîneurs, les coachs puissent reprendre ces éléments-là, puis avec le vendeur, travailler un peu à la manière d'un coach et son athlète, à l'amener à s'améliorer continuellement dans une année, par exemple. Donc, c'est exactement ça. C'est reproduire des micro-séquences, parce qu'on a toujours dans des conversations commerciales des très bonnes séquences. Sauf que la fréquence est faible. Donc, il suffit de leur montrer là où ils ont bien fait, et leur dire, tu vois, ça, il faut pas que t'en aies une, il faut que t'en aies 5 ou 6. Et là, ça devient simple. C'est ça que je veux bien. Ouais, c'est ça. Donc, ça nous évite de partir dans des théories longues et fatigantes, sans mettre en bascule tout le travail qui a été fait
par les théoriciens qui ont apporté énormément de choses. L'avantage de l'analyse, des algorithmes, c'est qu'elle nous permet de gagner énormément de temps. Je pense que ça dit tout. Mais merci Philippe, merci beaucoup pour ta présence aujourd'hui. C'était vraiment très 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 riche en informations. Je pense que tu pouvais nous laisser, on avait discuté, qu'on mette un lien vers une démo d'un cas type d'analyse de rapport et que tu commenterais. Je pense que ce serait intéressant, c'est un cas pratique avec du visuel en vidéo. Oui, on va vous faire ça. On a une présentation de débriefing de quelques minutes avec des rapports types qui vous permettront de regarder ce que nous faisons dans le détail. Donc, pour ceux qui ça intéresse, ça sera disponible dans le descriptif et aussi sur notre checklist qu'on fait à chaque fin d'épisode. Avec plaisir. Merci beaucoup. Encore une fois. Merci à vous. Alors, c'est ce qui conclut l'épisode d'aujourd'hui. Pour être notifié dès la sortie de notre prochain épisode et pour recevoir notre aide-mémoire de l'épisode d'aujourd'hui, abonnez-vous à notre infolette en vous rendant au oxb2b.com/podcast. Merci, à la prochaine!